La Côte d'Ivoire, à l'heure des grandes manœuvres politiques, à 7 mois de l'élection présidentielle, exclusion de certains candidats potentiels, constitution de coalitions électorales sur fond de tensions politiques, bien malin qui devinera l'issue de la très attendue élection du 25 octobre 2025. Analyse géopolitique de la conjoncture politique ivoirienne avec nos consultants. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ce dimanche Luc Kouméa-Ballo-Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Très fidèle encore au rendez-vous. Luc, vous êtes écrivain, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée, journaliste également. Votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, celui qui ne change pas, à ma gauche, Sagoyou Kwaku Kegewe. Bonjour, Excellence. Oui, bonjour et surtout Gilles, bon dimanche à toi et à nos téléspectateurs. Bonne fête de Ramadan surtout. Ah oui, c'est vrai, c'est très important. C'est la fête, oui. C'est l'autre messe aujourd'hui. Nos amis musulmans, après un mois de sacrifice, de privation, on ne peut que leur souhaiter bonne fête de Ramadan et beaucoup de plaisir. Sagoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo, journaliste. Côte d'Ivoire 2025, l'opposition prépare une grosse surprise. C'est le thème du jour. Que vous nous receviez sur satellite, sur application, sur YouTube ou Facebook. Protégez-nous, likez cette émission, commentez, abonnez-vous abondamment si ce n'est pas encore fait et partagez-nous votre forum, puis contribuez à la richesse de cette émission via WhatsApp. Envoyez-nous vos contributions, plus 228 96 08 43 43. Je me ferai le plaisir de les relayer dans la seconde partie à partir de 13h12 UTC. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on analyse un peu les grandes forces en présence actuellement pour la présidentielle de 2026 en Côte d'Ivoire. Vous voyez combien de ténors, 3 ou 4, Luc Abaki? Non, mais si on doit partir du principe que tout parti politique que l'on crée vise à conquérir forcément le pouvoir, ça veut dire que tous les partis politiques qui existent aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne et qui aspirent véritablement à compétir pour l'élection présidentielle constituent des forces. Mais le parti politique acquiert sa force où? Auprès du peuple. Vous voyez? Donc ça veut dire que, quelle que soit sa nature actuelle, l'enjeu pour tous les partis politiques et donc, qui vont présenter des candidats à l'élection d'octobre 2025 doivent faire un travail de terrain. C'est à partir de ce travail de terrain qu'on pourra se dire que cette personne, ce parti-là, a la légitimité, en tout cas, à mobiliser un certain nombre de flux, etc. etc. C'est vrai qu'il y a déjà des ténors qui sont connus sur la scène politique ivoirienne, notamment des gens comme le président actuel, donc Ouattara, et Laurent Gbagbo, qui malheureusement ne figure pas sur la liste électorale, le président du PDCI, qui a un très long parcours, et dont le parti est suffisamment implanté justement sur l'échiquier politique ivoirien, et puis beaucoup d'autres personnes comme les Blé Goudé, Guillaume Soro, malheureusement qui n'ont pas encore une situation bien éclaircie en ce qui concerne leur statut, en tout cas les chances pour eux de participer à cette élection. En tout cas, notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire puisse avoir pour une fois une bonne élection. Une élection inclusive, comme l'a d'ailleurs promis le président sortant, puisqu'il a promis que l'élection d'octobre 2025 sera une élection non seulement inclusive, mais aussi transparente, apaisée, etc., etc. Ils ont tout intérêt à faire une élection de cette nature, parce que les enjeux du moment sont tellement grands pour les peuples d'Afrique, surtout d'Afrique francophone, de l'Ouest, que personne n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait encore des méli-mélos qui vont aboutir à des crises. Je crois que le peuple ivoirien a beaucoup souffert d'un malentendu, des conflits politiques qui ont dégénéré et qui ont fait que le peuple a été victime de beaucoup de préjudices. Aujourd'hui, notre souhait, c'est que la scène politique soit véritablement assainie, apaisée, et que chacun joue sa partition pour que la démocratie ivoirienne puisse être consolidée à la suite de ces élections. Excellence Sagoyou Kegewe, quelles sont les grandes forces en présence pour ces élections de 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire? Oui, toi, tu as vu de grandes manœuvres de l'opposition qui va frapper un grand coup. Mais Gilles, l'opposition ivoirienne, c'est comme les oppositions dans certains pays que nous connaissons. C'est des rassemblements opportunistes, occasionnels,
toi et moi, on fait une alliance juste parce que nous deux, on ne veut pas sa tête. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes convictions, nous partageons les mêmes projets ou les mêmes programmes, mais juste parce que sa tête ne nous plaît pas. Allez, on devient allié politique. On ne fait pas la politique avec les émotions. L'opposition ivoirienne fait ce que je dis, ce qu'on a vu dans d'autres pays. Quand on dit élection arrive, tout le monde est devenu allié de tout le monde parce qu'en face, on a quelqu'un dont nous partageons la haine. On ne l'aime pas. Donc, comme on ne l'aime pas, on doit se mettre ensemble pour le déboulonner. OK. La manœuvre de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, mais moi, quand je regarde ça, ça me fait pitié. Et je me dis, mais si j'étais Ouattara, le président Ouattara, mais je suis tranquille. Ils sont tellement émiettés que je ne vois pas ce qui, mathématiquement, peut mettre mon parti, moi-même mon parti ou mon candidat en danger. Donc les grandes manœuvres dont tu parles, qui font partie de ces grandes manœuvres, il faut les regarder. Ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus structurés, les plus implantés. Une grande manœuvre dans laquelle tu ne trouves pas Gbagbo, elle vaut quoi en Côte d'Ivoire? Pas grand-chose. Une grande manœuvre dans laquelle tu ne trouves pas Tidjane Thiam, elle vaut quoi en Côte d'Ivoire? Mais vraiment pas même le pipi de chat. Une grande manœuvre dans laquelle tu ne trouves pas Jean-Louis Billon, mais elle vaut quoi? Pas grand-chose. Soyons réalistes. C'est vrai, Blé Goudé, il est connu. C'est vrai, Guillaume Soro, il est connu. C'est vrai, Madame Gbagbo, elle est connue. Mais ils n'ont pas le poids pour inquiéter quelqu'un. Donc pour moi, les grandes manœuvres là, c'est une façon d'émietter encore l'opposition ivoirienne pour faire un boulevard à Alassane Ouattara. Oui, vous parlez d'émiettement, mais elle n'est pas en train, l'opposition, de corriger cet art avec la nouvelle coalition CAP Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance. La coalition pèse quoi? On a vu des coalitions à part. Oui, quand tu prends les vendeurs de poulets associés aux bouchers du quartier, machin, qui font coalition, ça ne donne rien. Oui, mais c'est une coalition quand même autour du PDCI qui est une grande force politique en Côte d'Ivoire. Attends, le PDCI aujourd'hui, on est en train de mettre les bâtons dans les roues du candidat du PDCI, en l'occurrence M. Tidjane Thiam. Donc, moi, je suis pour les coalitions si elles sont réfléchies et elles peuvent constituer vraiment un danger pour celui que nous combattons. Mais à partir du moment où ça ne constitue pas un danger, ce n'est pas la peine de perdre sa salive pour rien. Non, je pense qu'on ne va pas préjuger quand même des perspectives à venir. Je pense que le principe de s'unir est un principe louable, parce que c'est l'union qui fait la force. C'est vrai que quand on regarde un peu l'état d'esprit de ceux-là qui se mettent ensemble aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un attelage non bien construit. Parce qu'en réalité, on devait s'unir au cours de la cause commune. Vous voyez? Parce qu'en fait, les leaders en Afrique sont dans des calculs partisans. Ils sont en train de calculer la possibilité pour eux d'avoir une portion de pouvoir, puisqu'en fait, le pouvoir finalement est considéré comme un gâteau qu'on se partage. Et donc, si on n'est pas sûr d'accéder pleinement dans le fauteuil présidentiel, au moins si on aide quelqu'un à accéder à ce pouvoir-là, on peut avoir une portion de pouvoir. Malheureusement, cette façon de voir les choses biaise un peu la dynamique qui doit pouvoir être instaurée et qui constitue véritablement une force. J'ai dit au départ ici que la force d'un parti politique ne peut se construire qu'à partir du travail de terrain donc qu'il effectue. J'espère tout simplement que le leadership de Tidjane Thiam pourrait donner quelque chose de probant, parce qu'en réalité, Tidjane Thiam, quand même, c'est quelqu'un qu'on connaît de par son parcours, de par son efficacité, de par sa capacité à éveiller les consciences, à élever les gens, en tout cas dans le domaine des finances, de l'économie, etc. Je pense qu'il a les moyens de transposer cela sur les champs politiques et qu'il puisse faire en sorte que tous ceux qui ont des ambitions partisanes puissent y renoncer d'abord et comprendre que l'enjeu pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui est de pouvoir avoir un leader qui puisse se consacrer véritablement à la construction de ce pays-là. C'est vrai, le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Il a construit des ponts, des infrastructures, etc. Mais il se trouve qu'en fait, sur le plan de l'épanouissement même du citoyen, sur le plan de la création d'un creuset commun, d'une nation, il y a beaucoup de faiblesses. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je pense que celui-là qui doit pouvoir émerger à la suite de ces élections-là doit être un vrai leader. Celui-là qui se consacre véritablement à valoriser le potentiel endogène ivoirien.
De sorte qu'au bout du compte, la Côte d'Ivoire qui a déjà l'aura de la première économie de l'espace UEMOA et qui a donc un potentiel assez remarquable, puisse être capitalisé. Vous voyez? Si ce n'est pas le cas, et si on est encore dans les querelles partisanes, dans des calculs où on fuit la compétition en éliminant malheureusement des candidats de poids avec des subterfuges et des méthodes que je trouve quand même malhonnêtes, à la limite même lâches, ce n'est pas de nature à apaiser le climat politique ivoirien, ce n'est non plus de nature à rassurer le peuple qui a déjà subi beaucoup de préjudices à cause des errements des leaders politiques. Mais bon, la question qui me vient à l'esprit, comment se fait-il que le premier appel à la coalition de l'opposition n'a pas encore fonctionné? C'était Laurent Gbagbo qui avait lancé cet appel. Pourquoi, parallèlement à cette annonce, une autre coalition s'est formée? Mais je dis, il y a l'émiettement des intentions, tout est opportunisme, il n'y a aucune conviction. Sinon, s'il y avait conviction, et les gens vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent le pays, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais ce que je vois de loin, mathématiquement, la question que les acteurs politiques doivent se poser, lequel d'entre nous, si nous le positionnons, a des chances de battre le candidat du pouvoir? Mais je ne pose pas cette question. Tout le monde croit que lui peut gagner. Alors que le pouvoir aussi a des faiblesses. Depuis quelques années, le pouvoir a commencé à faire du vide, c'est-à-dire que ceux qui sont potentiellement en mesure d'être élus président, mais on les a dégagés un à un, on fait du vide et on ne l'a pas dit, mais on sait à peu près pour qui on est en train de créer ce vide. Mais il y avait des arguments en or pour l'opposition de se rassembler, de s'entendre sur un programme, de s'entendre sur un candidat et de battre le candidat du pouvoir. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi, je ne suis pas un suppôt du président Ouattara, mais quand tu observes, je te dis qu'on a déjà vu ça dans certains pays. Les rassemblements opportunistes à la veille des élections, les gens qui font le plus la gueule, c'est dans l'espoir qu'on monte les enchères pour eux. Des dessous de table, on rase les murs la nuit. Un bon catholique du dimanche se transforme en imam du quartier avec un chapeau bizarre et une robe blanche. Et non, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est que qui peut faire quoi? Gbagbo peut faire. Tidjane Thiam peut faire. Guillaume Soro, dans l'état actuel des choses, c'est vrai, Guillaume Soro, c'était le mélangeur professionnel. Il a mélangé tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Hier, Gbagbo, aujourd'hui, Alassane Ouattara. Bon, un type comme ça, pour finir, les gens se disent, mais il va nous amener où si on lui confie le pays? Mais il y a des gens qui ont la suite dans les idées et qui peuvent amener quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ils sont où? Ils font quoi? Donc, l'opposition... Tu as dit que Gbagbo avait lancé aussi un appel au rassemblement. Mais si tu crois que si les gens voulaient vraiment en finir avec le pouvoir de Ouattara, qu'est-ce qui les empêchait d'aller rejoindre Gbagbo? Mais ils ne sont pas allés. Donc leur problème, ce n'est pas de battre Ouattara. Il y en a même qui veulent servir de béquille à Ouattara dans ces coalitions bizarres. Donc c'est pourquoi moi, quand tu parlais de grandes manœuvres, je n'ai pas vu de grandes manœuvres. J'ai vu des manœuvres opportunistes. C'est ça le problème. Donc, pour vous, l'absence de Gbagbo dans cette coalition est sa plus grande faiblesse, lui, Kamaki? Oui, ben ça doit être forcément une faiblesse parce que vous savez, les gens, dans nos pays en tout cas, travaillent avec les icônes. Vous voyez? Mais cela n'exclut pas non plus qu'il puisse avoir l'émergence d'un leader à la dernière minute, à condition, comme on le dit à l'instant, que la personne soit mue par le besoin de construire une nation et donc qu'il puisse mettre en place une stratégie qui convainc le peuple. Mais là encore faudrait-il que le processus lui-même qu'on est en train de conduire là soit un processus transparent. Vous savez, toute la polémique qu'il y a sur le fichier électoral aujourd'hui, toute la polémique qu'il y a sur l'exclusion des candidats, toute la polémique qu'il y a sur la non-transparence du processus lui-même. Parce que la série elle-même, la manière dont elle est composée, etc., elle est censée être une institution fondamentalement indépendante, à la fois vis-à-vis de l'administration, je veux dire donc du pouvoir,
que des parties prenantes. Mais or, il se trouve que cette CI elle-même, elle est une composante avec des représentants du pouvoir, des ministres de l'Intérieur, etc., etc. Donc cet attelage-là montre carrément que tout ce qui s'active aujourd'hui dans le processus électoral ivoirien lutte forcément pour quelque chose de partisan. Et c'est ce qui malheureusement nous attriste parce que en réalité, tout le travail qui se fait au sommet de l'État doit viser le bien commun. Voyez? Donc, quand on est dans ce genre de calcul-là, malheureusement, c'est le plus fort qui va finir par l'emporter ou celui-là qui se montrera le plus malhonnête et qui aura eu donc les moyens justement de sa politique qui va finir par triompher. Cela, malheureusement, ne peut pas être mis au profit de la population parce que qu'est-ce que le peuple veut? Si ce n'est d'avoir un dirigeant qui se préoccupe véritablement de sa vie, de ses conditions d'existence, de ces conditions qui lui permettent justement de s'épanouir, de s'activer et de contribuer au processus de création de la richesse nationale. Aujourd'hui, tous nos États, malheureusement, agissent, en tout cas les dirigeants agissent comme si on était dans des États providentiels, où c'est le dirigeant qui crée la richesse et qu'il partage à la population. C'est tout l'inverse qui est vrai. Parce qu'en fait, c'est avec le labeur du peuple que le dirigeant est dirigeant, qu'il a les moyens justement d'activer la vie du pays et donc de subvenir aux besoins souverains, etc., aux charges régaliennes de l'État. Donc, ne pas composer avec le pays, le peuple est une faillite grave. Et je pense que c'est tout le contraire qu'on est en train d'observer dans les pays de l'AES, où les dirigeants ont compris qu'il faut forcément chercher la complicité du peuple. Une fois que le peuple adhère à la vision du leader, celui-ci n'a plus d'effort à consentir parce que tous comprennent ce qu'ils doivent faire pour créer la richesse. Et maintenant, l'État requiert les recettes qu'il faut et donc il redistribue de façon équitable et tout le monde est à l'aise. Voyez? Donc dans notre État, là, avec le système qu'on a, où finalement on prend le pouvoir comme il fait en soi, et une fois qu'on y est, on fait tout pour abattre les adversaires politiques qui sont susceptibles d'y accéder. Et donc, on prend les broutilles pour faire le folklore d'élection, etc., etc. Dans un tel contexte, je ne m'attends pas à ce qu'on puisse faire des prouesses extraordinaires qui pourraient donner lieu à un espoir pour le peuple. Bon, ben, pour revenir sur cette coalition de l'opposition, la coalition pour l'alternance en Côte d'Ivoire, une de ses figures de proue, c'est sans doute Tidjane Thiam, bon, qui n'a pas encore toutes les cartes pour jouer cette élection présidentielle. Mais il y a un boubou qu'on tente de coudre hein. À sa taille. Ben, on dit qu'il est le candidat de la France, qu'il est un pion de la France. Est-ce que est-ce que c'est un débat sain, cette catégorisation de candidats? À une certaine époque, être candidat de la France, c'est positif, c'est favorable. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même schéma. Un candidat de la France, ça veut dire que tu es cramé d'avance. Il faut laisser de côté les salons feutrés des ambassades, des palais présidentiels, des palais ministériels. Il faut laisser ça de côté. Mais qu'est-ce que les gens appellent candidat de la France? Mais candidat de la France, selon des rumeurs que je n'ai pas vérifiées, bon, la France ferait des pressions sur Ouattara pour que Tidjane Thiam soit candidat. Ça déjà, c'est une erreur. Oui, mais le président Ouattara a été longtemps considéré comme l'homme de la France. Et si ça n'est ainsi, est-ce qu'on aurait besoin de faire pression sur lui pour qu'il choisisse un candidat de la France? C'est le président Ouattara qui se considérait comme l'homme de la France. C'est pourquoi il proclamait être ami de Macron. Macron, au moins, est un homme franc et sincère, travaillant pour le bonheur de son peuple. Il a dit, moi, je n'ai pas d'amis, entendu, je n'ai que des intérêts. Donc, aujourd'hui, si, disons, la France, les politiciens français se rendent compte que, bon, personne ne se refait, hein, le papa Ouattara, bon, peut-être il mérite un bon repos, et qu'on devait mettre quelqu'un là-bas qui peut mieux défendre nos intérêts. Et on se dit que le quelqu'un n'est autre que le descendant d'Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que le plus grand serviteur de la France en Afrique depuis les temps immémoriaux. Mais on demande à Ouattara, mon ami, laisse la chaise, c'est tout. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts qu'elle défend. Et si par aventure, c'est Tidjane Thiam qui défend mieux les intérêts, on le met. Moi, je ne suis pas dans les histoires de candidats de la France. Ça même, c'est une insulte pour les Ivoiriens que la France est son candidat. Et où est maintenant le candidat du peuple ivoirien?
Le candidat du peuple ivoirien, comme je te dis, c'est lui que nous cherchons aujourd'hui. C'est le candidat du peuple ivoirien que nous cherchons. Qu'est-ce que le peuple ivoirien pense? Qui le peuple ivoirien croit qu'il est porteur de ses espoirs, qu'il est porteur des solutions à ses souffrances, passées et présentes et à venir. C'est ce que nous cherchons. Tidjane Thiam, tu as fait ses éloges ici, hein, qu'il a quel profil, non. Aujourd'hui en Afrique, si tu veux être un bon dirigeant, il vaut mieux même avoir fait maximum CM2 BPC. C'est mieux pour toi. Parce que, oui, CM2 BPC en Afrique, tu sais lire et écrire, ça suffit largement pour être un bon président en Afrique parce que tu es dans le peuple. C'est-à-dire que tu es à un niveau où tu ne peux raisonner qu'en regardant le peuple. Maintenant, les gens qui sont passés par les grandes écoles, les grandes banques qui ont fait des miracles, mais en Côte d'Ivoire, là-bas même, il y a l'exemple, le contre-exemple. On a fait les grandes banques, les grandes institutions, on promet des miracles économiques. Hein, et c'est comme de l'autre côté, le Mozart de la finance, et le pays tombe dans un gouffre. Ici aussi, on avait un Mozart ou un Beethoven de la finance, ben, le pays est aussi dans la dette. Donc il faut laisser tout ça là. Moi, je préfère un homme niveau BPC, maximum bac, il devient président. Il connaît les problèmes du pays, puisqu'il les vit. Lui aussi, il est dedans, hein, le bachelier ou le breveté. Donc, peut-être on peut vous donner raison avec l'autre dont on dit qu'il a eu un bac plus 1,5, ben, qui fait des merveilles dans son pays. Suivez mon regard. Voilà, donc, vers l'est. Attends. Bon, écoutez, moi, vers où? Ah, oh, ok. parce que Justement, il y a un téléspectateur qui renvoie finalement tout le monde dos à dos. Oui. Il nous écrit sur YouTube, il dit Thiam le français, Billon le français, Ouattara le français, Gbagbo le français, Voilà. Oufouette le français, tous des français. Voilà, donc bon, justement, finalement, je pense que la question que vous avez posée, elle est pertinente, d'autant plus que vous dites, est-ce que c'est un débat sain? Qui qualifie Thiam aujourd'hui de candidat de la France? Ben, ce sont ses adversaires politiques, on est d'accord? Thiam lui-même m'a donné une réponse. Lorsqu'il avait été débarqué par le président Bédien pour être à la tête du Bénet, aujourd'hui Bénet, la structure pour les grands travaux, mais il a fait licencier sur 150 Français, 140 Français. Et donc il avait été approché à l'époque par l'ambassadeur de France. Il dit, mais est-ce que tu es anti-français? Et il dit, non, mais je suis pro-Côte d'Ivoire. C'est dans ses propres réponses. Et à plusieurs reprises, il a donné la preuve qu'en fait, au-delà de ce que son intelligence lui a permis d'accéder à des sphères très élevées de la finance, de la désassurance, etc., il reste profondément un être humain. En réalité, au-delà de ces questions de diplôme et tout, ce qu'on recherche chez le leader, c'est ses qualités humaines. Est-ce que vous avez de l'empathie pour autrui? Est-ce que vous avez la vision pour votre pays? Est-ce que vous avez une fibre patriotique suffisamment développée? Est-ce que vous avez envie d'épanouir autrui, tout simplement? Parce que notre raison d'être en tant qu'être humain, social et sociable, c'est de pouvoir travailler au service des autres. Vous voyez? Il me semble que dans la posture de Thiam, pour qu'il puisse s'élever à cette échelle-là, il a fallu qu'il affirme ces genres de qualités-là. Et même dans son discours, on sent que c'est un monsieur qui n'a pas émergé au hasard. Ce n'est pas parce qu'il a une intelligence purement académique, mais il a une intelligence des situations. Il a une intelligence d'être humain, tout simplement. C'est ce qui nous manque dans notre type de leadership ici, où lorsque vous élisez un dirigeant, il s'emmure tout simplement, il s'acoquine avec quelques individus et il s'accapare de tous les biens du pays. Or, lorsque vous accaparez de tous les biens du pays pour en jouir, cela veut dire que vous n'avez pas l'empathie pour le peuple, que vous n'avez pas de vision pour votre pays, que vous n'avez pas envie d'épanouir les citoyens. Parce que justement, quand vous vous inscrivez dans une logique de règne, vous ne pouvez pas épanouir le peuple. Puisqu'un peuple épanoui ne peut pas accepter justement avaler les couleuvres. Vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement que ce dont nous avons besoin en Afrique ici, c'est des dirigeants qui ont le sens de l'humain. Quand on dit de quelqu'un qu'il est humain, c'est qu'il comprend qu'il doit travailler pour l'intérêt de l'être humain et préserver les avantages liés à notre humanité. C'est ce qui manque vraiment à nos dirigeants ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très attentifs à ce qui se fait dans les pays du Sahel. Quand vous prenez l'exemple type de quelqu'un comme Ibrahim Traoré, en réalité, c'est vrai, à l'école, il a toujours été major, mais est-ce qu'il a un parcours extraordinaire sur les bancs de l'école? Non. Est-ce qu'il a fait la science politique, etc.? Non. Mais vous voyez les prouesses
qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Où chaque jour, lorsqu'on parle de lui, c'est qu'on parle d'une œuvre qui profite à l'ensemble du peuple. Voilà ce dont nous avons besoin en Afrique. Et en cela, effectivement, on n'a pas besoin d'un diplôme extraordinaire. On a besoin des gens qui ont des diplômes sur la vie communautaire, sur la vie sociale, sur les règles du vivre ensemble et ce qui permet à nos communautés de préserver leurs acquis civilisationnels, leurs acquis culturels, leurs acquis identitaires. Voilà ce dont nous avons besoin. Pardon. Excellence. Je disais qu'en Afrique, un homme trop diplômé au pouvoir est un danger pour son pays. Je te donne seulement l'exemple de Lissouba, qu'on appelait le professeur des professeurs. Si le diplôme et les études académiques américaines et européennes servaient à quelque chose, Lissouba serait encore président du Congo. Lissouba du Congo Du Congo-Brazzaville. Il serait encore, parce qu'il avait donc en main toutes les cartes pour travailler, pour rendre le peuple congolais heureux. Non, aussi professeur des professeurs qu'il était, je ne sais pas, il s'était entouré de quelques mafieux, dont une femme devenue célèbre, hein, Christine Mounari, où elle s'appelait comment. Mais ils l'ont foutu dans la merde jusqu'au cou. On vient lui dire, ah, tu sais, Sassou Nguesso est revenu, il est chez lui à une pila, il n'est pas défendu, tu envoies les chars, on le prend et puis ton chemin est dégagé pour 100 ans. Alors que Sassou Nguesso, lui, il avait préparé ses chars, il l'attendait. On se demande même si ce n'est pas un envoyé de Sassou Nguesso qui est allé le convaincre de faire cette bêtise. Il a fait, il est tombé. Donc, on doit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourquoi moi je retiens le nom de Jean-Louis Billon? Je ne le connais pas, je le vois dans des photos. C'est vrai, il n'a pas une mine très africaine, mais tout le monde sait en Côte d'Ivoire qu'à part l'État, c'est le deuxième employeur du pays. Alors, à partir du moment où quelqu'un donne à manger, à boire, éduque, soigne, fait soigner des milliers ou des millions de personnes dans un pays, pour moi, il est déjà un président de la République. Et on ne ferait que le confirmer. Mais malheureusement, on a confié le pouvoir de la même manière à un autre homme d'affaires, croyant que comme il est déjà riche, ben, il va travailler pour le peuple. Mais aujourd'hui, il est tout simplement en train d'écrémer le peuple. Hein, et on voit que on avait fait un mauvais calcul. Bon, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais bon, moi, la question que je voudrais vous poser... Tu ne peux pas savoir. Oui. Tu ne peux pas savoir. Le paradoxe de ces élections en Côte d'Ivoire aussi, c'est que la plupart des candidats qu'on peut appeler gros poissons potentiels de ces élections n'ont pas encore réuni toutes les conditions pour compétir. Je vous parlais de Laurent Gbagbo, je parlais de Guillaume Soro, même Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidiane Thiam, tout ce monde n'a pas encore réuni les conditions pour compétir. Est-ce que ça risque de provoquer une grande crise pour ces élections? Oui, je crains pour demain parce que en fait, ce n'est pas à eux de réunir les conditions. Puisque ce dont nous parlons ici, ce à quoi vous faites allusion, ce sont les restrictions dont ils sont victimes aujourd'hui. Quelqu'un comme Laurent Gbagbo, président de la République de 2000 à 2010 ou 2011, etc. Ça veut dire qu'il devient un patrimoine national. Alors qu'il y a eu une crise post-électorale qui les conduit par la suite à un procès international, ça c'est un fait. Mais à la suite de cela, il a été acquitté. Il revient en disant on l'a jugé par une cour de droit commun et que bon, ben, il y a une condamnation de 20 ans. Et de ce fait-là, il est déchu de ses droits civils et politiques. Mais quand même, ça heurte le bon sens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la malhonnêteté. Vous voyez, aujourd'hui, en général, lorsqu'on parle de la politique, c'est quoi l'image que ce terme-là nous renvoie aujourd'hui? C'est un peu la question de la malhonnêteté, du dribble, de la fourberie, de tout ce qui n'est pas sain. Or, en réalité, la politique devait servir, en fait, à réguler la vie du peuple. Et donc, le politicien, je veux dire, donc, celui qui est le dirigeant d'un peuple, devait être le modèle qui incarne pratiquement toutes les règles du vivre ensemble, toutes les valeurs et les vertus inhérentes à la nature de l'être humain. Mais la question, est-ce que l'homme n'est pas vertueux? L'homme se devait d'être vertueux. Non. Puisque justement, il y a des règles du vivre ensemble. Machiavel a tranché cette question depuis des décennies. Non, il faut laisser les penseurs d'hier. Observons le vécu de notre communauté. Voyez même vos propres vibrations et vos convictions. Vous avez le devoir. Lorsque vous savez que vous avez sur vos épaules la vie et le destin des millions de personnes, vous avez l'impérieux devoir de devenir un modèle. C'est-à-dire que lui-là qui incarne en fait l'essentiel des règles qui permettent à une communauté de vivre ensemble. Pourquoi dans un pays,
on met les lois, les règles. C'est parce qu'on sait que le pouvoir est tellement tentant, il est corrosif, il est une forme de drogue, qu'on met des lois pour que tout le monde se mette à la hauteur de la loi et la respecte, de sorte que les actes que nous posons puissent favoriser le vivre ensemble. Vous voyez, il n'est pas possible pour un dirigeant de piétiner les lois d'une république, de les heurter tout simplement parce qu'il considère le pouvoir comme étant une fin en soi et que donc s'il respecte les règles qui sont établies et qui permettent le vivre ensemble, il risque justement de perdre ce pouvoir. Ce n'est pas que les lois sont piétinées, mais c'est que les lois sont taillées sur mesure. Non, même elles sont aussi piétinées. Elles sont piétinées parce que, pourquoi? Quelqu'un comme Laurent Gbagbo, aucune cour de droit commun ne peut le juger. Ce n'est pas la loi qui a dit ça. Écoutez, pour que Ouattara soit président, en tout cas candidat en 2010, il a fallu que le président de la République, qui est donc le chef suprême garant de toutes les lois de la République, dise, bon ok, voici la loi, ce que la loi dit. Mais pour la question de l'apaisement, pour qu'il y ait la réconciliation dans le pays, je prends un décret en vertu des pouvoirs qui me sont conférés pour l'autoriser à faire acte de candidature. Or, déjà en 2000, lorsqu'il a voulu être candidat, c'est la Cour suprême qui avait tranché par un acte de justice qui le déchoit carrément même de ses attributs même de citoyens ivoiriens. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'en fait, quand vous avez de la vision, quand vous comprenez que vous devez travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, vous devez être prêt à tous les sacrifices possibles. Il a fallu à Gbagbo ce sacrifice pour qu'il perde le pouvoir. Mais il ne va pas regretter le fait d'avoir perdu le pouvoir. Mais il regrette simplement qu'on ait utilisé, lui, sa bonne foi pour multiplier des fourberies qui ont fini par le déchoir du pouvoir. Voyez? Ouais. Donc il faut vraiment être honnête parce qu'en fait, vous ne travaillez pas pour vous en tant que dirigeant, mais vous travaillez pour un peuple. Excellent. Tu dis que les candidats dont nous parlons ne sont même pas en position d'être candidats. Et Gbagbo, Thiam, Soro, Simone Gbagbo. Mais si ces gens-là ne sont pas candidats, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Ça veut dire que la commission électorale n'a qu'à dire que le candidat du pouvoir, est-ce que c'est le chef actuel lui-même ou bien son petit frère comme les gens... En tout cas, beaucoup appellent au sein de son parti pour qu'il brigue un quatrième mandat. Non, les appels au sein du parti, on sait comment ça s'organise aussi. Donc, ce n'est pas des miracles, ça. C'est des faits politiques courants. Donc, appel au sein du parti, on sait comment ça se passe aussi. Mais je dis ceci, ces gens qu'on a cités, ils ne sont pas candidats. Et on sait que cette non-candidature contient en elle des germes de violence. Absolument. Où est la CEDEAO? Elle dit quoi? Pourtant, c'est un pays qui n'a pas quitté la CEDEAO. Ce n'est pas un pays putschiste du Sahel. Si une élection consiste pour celui qui est au pouvoir à balayer tous les candidats en mesure de le battre, ce n'est pas une élection. C'est pire qu'un coup d'État. Au moins, le coup d'État, on sait que bon, c'est l'officier X qui s'est levé pour aller s'arroger le pouvoir. C'est pire qu'un coup, c'est plus insidieux, plus méchant, plus mesquin. Donc, je n'ai pas peur de la non-candidature de ce poids lourd de la politique ivoirienne, parce que je sais que la CEDEAO est là, et au besoin, elle va mobiliser ses forces en attente pour aller faire entendre raison à celui qui veut empêcher des candidats de poids d'être candidats. Parce que ce n'est pas la peine d'attendre que la CEDEAO attende qu'un capitaine courageux se lève pour dire on met fin à la récréation et après on va hurler « Ah, putschiste ». Non, il fallait arrêter ceux qui ont conduit la situation au putsch. Est-ce que la CEDEAO peut s'imposer dans une telle situation quand elle se fait renvoyer en Guinée équatoriale, voilà. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau? Oui, parce que pourquoi on les a renvoyés de Guinée-Bissau? Parce que le chef de la Guinée-Bissau a monté toutes les magouilles dans la CEDEAO contre les gens du Sahel. Il sait que la CEDEAO n'avait pas raison, que la CEDEAO agissait sous ordre. C'est pourquoi il a dit, mais la CEDEAO n'est pas souveraine. Pourquoi elle viendrait donner des ordres à mon pays qui est souverain? Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est... Quand on dit CEDEAO aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas reconnaître l'importance ou le poids de la médiation de la CEDEAO. Donc, il faut que la CEDEAO s'implique, au moins pour une bonne fois, pour faire un travail de prévention, pour que tout le monde soit candidat et que les élections futures en Côte d'Ivoire n'entraînent plus de bain de sang.
Le Kabaki, Voilà. ces élections vont avoir lieu dans un contexte sous-régional qui a beaucoup changé, Ouais. avec la nouvelle donne, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous pensez que l'AES, l'ombre de l'AES va planer sur ces élections en Côte d'Ivoire? Bon, pas forcément. En tout cas, les pays de l'AES travaillent pour eux. Voilà. Ils ont une vision. Ils ont décidé d'initier un nouveau leadership axé sur le besoin d'épanouir leur peuple et de construire leur nation. C'est un modèle inspirant qui nous attire beaucoup et pour lequel nous gardons beaucoup d'intérêt, beaucoup d'observations. On essaie de suivre, etc., etc. Et nous pensons que cela devait déteindre même sur beaucoup d'autres pays qui ont végété depuis plus de 60 ans sous des pseudo-indépendances, mais alors que nous sommes dans la vassalité absolue et nous ne vivons que par procuration. Moi, je pense que plutôt que d'interpeller la CEDEAO, c'est la personne du président Ouattara même qu'il faut interpeller. Parce que du haut de ses 83 ans, quand même, c'est la sagesse qu'il doit pouvoir incarner. Il doit savoir que son avenir est derrière lui. Il a une haute responsabilité dans l'avenir et le devenir de la Côte d'Ivoire de demain. Et donc, de ce point de vue, puisqu'il a déjà fait 15 ans au pouvoir, il a déjà atteint les objectifs les plus nobles qu'il pouvait espérer pour lui-même. Il doit maintenant se sacrifier pour le meilleur devenir de son pays. Il n'y a que lui pour prendre une position transversale et tranchée. Et je pense que par là, il pourra évidemment rentrer dans la cour des grands, au panthéon justement des gens dont les œuvres les font rentrer dans l'immoralité. Il y a, dans l'immortalité, j'allais dire. Il n'y a que lui. Mais si, lui, il ne dit absolument rien. Et on frustre encore des candidats. On les triche. Et on les empêche de candidater tout simplement. C'est quand même curieux que pour une compétition, les gens puissent empêcher les autres citoyens d'y aller. Or, en fait, la vie elle-même par essence est une compétition. Dans nos cultures ici, lorsqu'on fait par exemple des évalages chez nous, c'est pour que le citoyen, le garçon, qui veut donc travailler pour sa communauté, puisse s'évaluer aux autres et connaître évidemment le goût de la victoire. Quand vous trichez les autres et vous les empêchez de participer à une compétition et on vous autoproclame gagnant, vous n'avez pas la sensation de la victoire parce que vous savez que c'est par une certaine forme de lâcheté que vous y êtes arrivé. Et là, vous n'êtes pas un leader, vous n'êtes pas un grand homme. Vous ne pouvez pas inspirer un peuple qui va se mobiliser autour des valeurs et des vertus qui permettent à une société d'évoluer. Donc, moi, je pense que véritablement, en tout cas, les enjeux les plus corsés, les plus forts, restent dans la dimension de la personne de Ouattara. Il faut qu'il déblaye la scène politique ivoirienne et qu'il montre véritablement, qu'il juge d'une vraie légitimité. S'il veut être candidat, qu'il puisse battre les autres candidats de la façon la plus transparente possible, de sorte qu'ils finissent ces derniers jours avec la gloire et bon, une élévation d'âme. Mais on connaît le scénario des élections passées. Un candidat désigné qui a été envoyé à Patresse à quelques semaines de l'élection. La prochaine, c'est en octobre. On ne connaît pas encore le dauphin du président Ouattara. Est-ce que vous pensez que ça contribue à assainir ce climat politique? Bon, que le candidat meure, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Il est mort de sa bonne mort. Vous n'allez quand même pas soupçonner quelqu'un de l'avoir tué, le pauvre Gon Coulibaly. Donc, tu crains quoi? Que ça se répète? Qu'un autre candidat meure? Ça ne va plus se répéter en Côte d'Ivoire. Parce que justement, non, moi je dis, mais on aurait pu connaître. Mais si non, cela... moi, je voulais rebondir plutôt sur ta question en relation avec les pays du Sahel. Mais le Sahel, c'est l'antithèse de la Côte d'Ivoire. Donc, nous suivons avec attention ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour voir si c'est les gens du Sahel qui ont raison ou c'est la Côte d'Ivoire qui a raison. Mais les gens du Sahel, ils ont dit quoi? On se donne le temps, on s'organise, on apaise les passions. C'est pourquoi d'ailleurs, l'autre, le général d'armée Tiani, a mis fin à la pagaille des partis politiques. On sait ce qui se passe. Donc on va apaiser. Puisque tout le monde... Vous avez déjà actualisé votre glossaire. Puisque il faut mettre fin au désordre. Regarde ce que... Aujourd'hui, tout le monde est plein d'admiration devant Rawlings. Mais personne ne rappelle que Rawlings a fusillé des anciens présidents. Comme ça, hein. Personne n'en parle. Parce qu'on retient le résultat des sacrifices qu'il a fait consentir au pays. Aujourd'hui, les gens du Sahel, ils n'ont tué personne.
Ils ne veulent d'ailleurs tuer personne. Mais ils disent, nous, on va mettre de l'ordre pour que désormais, quand on dira élection dans nos pays, que cela se fasse de la manière la plus réglementaire possible. En face, il y a un échantillon de ce que représente la CEDEAO et ses élections démocratiques, dont la démocratie et les élus ont un décret signé quelque part pour eux. Donc on va voir qui a raison. La Côte d'Ivoire est un échantillon. Quand tu vois la liste électorale, j'ai écouté, mais attends, Gilles, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, qui a été fait. Voilà des sujets qui devaient faire des choses qui devaient faire l'objet de sujets de débat dans les séminaires de formation des autres commissions électorales dans les autres pays de la sous-région. Une femme qui se retrouve avec 20 enfants, une autre... Attends, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais on l'a fait. La CEDEAO a dit quoi? Elle n'a rien dit parce que la CEDEAO a 16 hommes. Mais est-ce qu'elle existe? C'est ça le problème. Non, là c'est moi. Bon. Non, moi je parle encore de la CEDEAO. Je parle encore de la CEDEAO parce que bon, la Côte d'Ivoire est la championne de la CEDEAO aujourd'hui. Sinon, tu sais que pour moi, cette affaire n'existe pas. Mais la CEDEAO, donc, les miettes qui restent, ils ont leurs hommes. Tant que tu es leur homme, puisque eux, ils reçoivent les ordres de quelque part, ça veut dire que tu es l'homme de celui qui donne les ordres, mais tu peux faire ce que tu veux, parce que la liste électorale telle que je l'ai écoutée dans tous les pays du monde, mais on aurait arrêté brutalement, on aurait dû freiner brutalement le processus électoral. Mais qui en parle? Personne, la CEDEAO ne dit rien. On élimine des candidats, mais il parlait des évalas. Un pays kabien. C'est comme si le jour du championnat, le champion de mon village va convaincre les champions des autres villages de ne pas venir sur le terrain de lutte. Donc on vient là, on sort un moribond de l'autre côté, il le terrasse et il dit « Ah, moi je suis le champion ». C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Les champions en Côte d'Ivoire, on les connaît. On fait tout pour les empêcher d'être candidats et personne ne dit rien. Donc, malheureusement, en Afrique, cette pratique a pignon sur rue. On parle de la Côte d'Ivoire, mais on peut l'étendre à beaucoup de pays. Ça non, ce n'est pas seulement en Afrique. Non, attends là. Au Sénégal. Ce n'est pas seulement en Afrique. Il ne faut pas toujours croire que c'est les Africains parce qu'ils sont noirs, c'est eux qui font des choses impossibles. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn? Mais on l'a éliminé de la course. Non, Dominique Strauss-Kahn, son cas tout le monde ce qui s'est passé. Voilà, il a prêté le flanc. Il a prêté le flanc. On l'a éliminé de la course. Non, ce qu'il a fait n'était pas moins condamnable non plus. Attends, ce qu'il a fait. Il a violé une vierge. Non, ça c'est juste que là, c'est pas seulement une vierge qui est violable. Non, attends, arrêtez ça. Tu sais, je sais, il sait comment Dominique Strauss-Kahn a été balayé de la route de la candidature aux élections présidentielles en France. Tous les autres pays ont appris ça. Chacun applique ça chez lui selon le contexte politique, social de son milieu, c'est tout. Donc, mais attends, quand Donald Trump, pendant la campagne, prenait des balles aux oreilles, c'était quoi? C'était pour éliminer un candidat en mesure de gagner. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique. Au moins en Afrique. Moi, je n'ai jamais dit que c'est seulement en Afrique. C'est vous qui interprétez. C'est-à-dire, en fait, c'est plus cuisant, c'est plus frappant chez nous. Parce qu'en fait, les gens considèrent que, c'est-à-dire, le summum de l'évolution de l'individu, c'est d'accéder au fauteuil présidentiel. Or, en réalité, ceux qui marquent l'histoire de notre humanité, ce n'est pas ceux-là qui ont le pouvoir. C'est ceux qui ont des œuvres dont le génie s'active pour le bien commun. Tous ceux-là que nous citons dans les livres, qui sont partout, qui sont les références dans les domaines de la littérature, de la science, de l'économie, ce ne sont pas les gens de pouvoir. Mais parce qu'il y a une forme de jouissance au niveau du pouvoir. Parce qu'il y a des hurrahs, il y a des gens pour t'applaudir, etc. À chaque fois, les gens pensent que c'est ce qu'il y a de mieux à avoir. Mais en réalité, quand vous êtes un dirigeant, toutes les fois où vous sortez à la place publique et on vous applaudit, vous devez questionner votre mérite. Qu'est-ce qui fait qu'on vous applaudit? Vous devez être un symbole en vérité. Alors un symbole pour une société, c'est quoi? C'est celui-là qui pose des actes dans lesquels le peuple se retrouve. Mais si vous ne pouvez pas servir de modèle, si vous-même vous érigez les contre-valeurs en système de gouvernance, comment vous voulez pouvoir développer ce pays-là? Parce que les citoyens eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites. Et donc vous êtes en train de les désaxer et d'abattre systématiquement toutes les règles qui ont été érigées pendant des millénaires et qui expliquent que les sociétés du monde évoluent.
Vous voyez? Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, nous sommes encore en train de végéter dans une forme de précarité, incapables de gouverner des pays avec décence et les construire, c'est précisément parce que ceux-là qui sont au devant de la scène, qui parlent au nom du peuple et agissent au nom du peuple, n'incarnent pas nos valeurs. Le peuple ne se retrouve pas en eux. Et donc, ils sont malhonnêtes, ils sont faux, ils mentent. Il y en a même qui parlent avant de réfléchir. Dans un tel contexte, comment vous voulez qu'un tel personnage puisse inspirer un peuple qui va le suivre et qui va s'activer les yeux fermés pour construire une nation? Voilà le vrai problème. Et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens encore au pays de l'AES, que nous les suivons de près, parce qu'à partir de leurs actes, nous retrouvons le bon sens et la raison. Nous retrouvons ce que nous devons attendre d'un dirigeant, puisque eux, ils savent que la corruption n'est pas une valeur, c'est une contre-valeur. Quand tu es dans la corruption, on te punit. Et on fait en sorte que les vertus puissent commencer à héberger et s'activer. On les exalte et on les promeut. Voilà ce que nous demandons. Si ce n'est pas le cas, bon ben écoutez, un dirigeant qui passe par ces détours malhonnêtes, malsains, quelle est sa valeur? Les gens pensent qu'être président, c'est d'avoir un beau costume, marcher sur, le tapis rouge, et bénéficier de la garde du corps, etc. Non, c'est agir. Les œuvres doivent parler. Des gens comme Sankara n'ont fait que 4 ans au pouvoir. On parle d'eux jusqu'à aujourd'hui. Ils rentrent dans l'immortalité. C'est ce que nous attendons de nos dirigeants, tout simplement. Alors, en Afrique, c'est trop voyant. Oui, ben, je vais vous redonner la parole. C'est très voyant. Pour la seconde partie, là, nous devons marquer une pause. C'est déjà parti. Pour des impératifs commerciaux, on se retrouve et vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Je vais relayer vos contributions. Plus 228 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire. Vous pouvez envoyer vos contributions également via YouTube et puis sur Facebook également. Tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.